aujourd'hui pour le premier débat de politique médiatique, le premier média dédié aux industries sensibles. Une industrie sensible, concrètement, c'est une industrie qui est impactée soit par l'opinion médiatique, soit par les décisions politiques. Concrètement, ça va être les industries notamment liées à la mode, liées aux mobilités, comme on va le voir aujourd'hui, mais aussi liées à la voyance, etc. Moi, CTA, la fondatrice de Politique Médiatique, et aujourd'hui, on tenait à vous proposer un premier débat sur la mobilité de demain. Comment on va se déplacer en bus, en car, en train, 5, 10 ou 15 ans. Pour tenter d'y répondre, on vous a demandé à vous, citoyens, de venir poser directement vos questions, et spécifiquement à 20 citoyens, choisis au hasard, de venir débattre face à face avec 3 industriels du même secteur, à savoir Transdev, Trainline et Flixbus. Parce qu'à Politique Médiatique, on pense sincèrement qu'un débat libre, indépendant et toujours autant transparent est encore possible. On va parler passerelle, européenne, JO, bref, tous les enjeux de demain et surtout liés au prix, à la concurrence, tout ce qui vous touche au quotidien. C'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Regardez. Alors, Laurent, peut-être, on va peut-être commencer par vous. Qui êtes-vous, concrètement ? Donc, Laurent Mazy, alors malheureusement, je n'ai plus 20 ans. Alors, je suis directeur des affaires publiques du groupe Transdev. Transdev, c'est un groupe très international qui réalise 70% de chiffre d'affaires dans 19 pays dans le monde, sur tous les continents. On opère tous les modes terrestres, tramway, bus, car longue distance, car express, trains régionaux, qu'on ne fait pas de la longue distance, on ne fait pas de TGV. 99% de notre chiffre d'affaires provient d'un contrat avec une collectivité en pouvoir public, notamment les régions ou les lenders, puis certaines collectivités un peu plus rurales. Et les racines, elles sont françaises, bien évidemment, puisque notre actionnaire principal, c'est la Caisse des dépôts. Mais nous sommes aussi très européens, puisque nous sommes franco-allemands. Notre deuxième actionnaire, c'est le groupe Redman, un groupe qui correspond un petit peu au Veolia en Allemagne. Voilà, et l'actualité de Transdev aujourd'hui, c'est la sortie de son manifeste à l'occasion des élections européennes. Donc, on est taillé les principaux points, même si nous ne sommes pas candidats le 9 juin. Olivier, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes directeur des affaires publiques France et Benelux de Flixbus et Flixtrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le groupe Flix, qui regroupe Flixbus et Flixtrain. Moi, pareil, je commence un petit peu maintenant à plus avoir 20 ans, mais peu d'expérience dans le transport. Ça doit faire 6 ans que je suis chez Flix. Nous, on est le leader mondial du car longue distance. On fait du train aussi dans plusieurs pays et on en fera de plus en plus d'ailleurs au fil du temps. Et on est donc leader 43 pays. On va autant des États-Unis, Canada, Chili et après tout le reste de l'Europe, les pays du Nord, la Turquie. On avait racheté, vous le connaissez peut-être, il y a peu de temps, Weyand, qui est un peu l'un des autocaristes historiques qu'on voit souvent dans les films américains, ceux qui sont rachetés. On avait racheté aussi Eurolines en France à Transdev. Bien vendu juste avant la Covid. Voilà. Et on a nous vocation à continuer. Le car, encore plus. J'ai oublié l'Inde, qui est le dernier pays qu'on a ouvert, qui est un énorme marché. On en a encore pas mal à développer. Et puis, on a vocation aussi à accélérer, je dis, sur le train. Avec nous, un peu une marque de fabrique, qui est qu'on est un groupe 100% privé. Ce sont toujours les 3 fondateurs qui sont aux commandes, à divers postes. Et puis après, divers fonds d'investissement. Et on a effectivement aujourd'hui une certaine vision du transport. On est probablement le mode de transport le moins cher de tous. En moyenne, je crois que c'est l'ART, qui est le gendarme de ferroviaire et du routier, le dit. Je crois que c'est 30 à 40% moins cher que le covoiturage et que la SNCF. Alors après, on le verra, des écarts de prix en fonction de certaines périodes. Mais généralement, c'est vrai qu'on est, j'aime bien dire, la mobilité finalement la plus populaire. Exactement. Et Alexander, bonsoir. Bon dernier. Nous connaissons tous Trainline. Vous savez, cette application verte et blanche qu'on a tous majoritairement sur nos téléphones, qui est un comparateur de trajet qui essaye d'allier prix et aussi meilleur itinéraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, on est vraiment à la première plateforme européenne pour réserver les billets de train. Et de plus, c'est absolument un comparateur. C'est important parce que vous pouvez, chez nous, réserver les billets de train de toutes les destinations en Europe pour aller à une autre destination. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, notre cas à tout. On a plus de 270 compagnies de train et de bus. On a à peu près 55 millions de téléchargements de notre application. Nos clients principaux sont vraiment les jeunes jusqu'à l'âge 35 par an. Trainline a une équipe d'à peu près 1000 personnes dans le monde, de plus de 50 nationalités. Donc, on est vraiment très international. On a été fondé dans les années 90. On s'est bien développé avec le monde digital. En 2016, on a acheté une entreprise française, une icône française qui s'appelait Capital Train. Et 2019, et je pense ça, on est un peu différent des deux autres, parce qu'en 2019, on est allé à la bourse.
à Londres parce que notre intérêt, c'est vraiment de travailler au mieux pour les clients et pour trouver une meilleure possibilité. On a aussi créé une association de distributeurs numériques indépendante dans laquelle on est ensemble avec Cromwell et Onio, deux autres plateformes. Et du coup, ça me permet de rebondir. Quels sont vos enjeux chacun actuellement, si on devait en citer qu'un, que vous souhaitez justement mettre en avant ce soir? Oui, le secteur des transports, tout confondu, le premier des enjeux, c'est la décarbonation, évidemment. C'est comment réduire l'empreinte carbone de l'ensemble de nos activités. Alors certes, le transport public au quotidien, c'est déjà en soi une solution, puisque mettre 50 personnes dans un car ou dans un transport collectif, c'est déjà en soi la réduction de l'empreinte carbone de ces 50 personnes qui pourraient être amenées à se transporter ou à se déplacer dans un véhicule diesel, bien évidemment. Donc la question, c'est comment est-ce que ces personnes, selon les territoires où elles habitent, évidemment, elles ont accès à une offre de transport alternative à la voiture individuelle. Bien évidemment, en tant qu'industrie, on a aussi un impact sur le territoire où nous exerçons, donc, par rapport à l'eau qu'on peut utiliser dans nos dépôts, la partie évidemment maintenance, la partie activité et l'ensemble des émissions que l'on émet avec nos flottes. Donc on est engagé, pas seulement parce qu'il y a des règlements européens, et l'avantage de la réglementation européenne, c'est qu'elle fait un cadre et aussi un cadre. Donc parce que vous allez investir plusieurs millions sur des véhicules vis-à-vis, je dirais, des banques, c'est aussi un atout parce que ça nous permet de provisionner, ça nous permet de planifier et puis de négocier, parce que, comme je vous l'indiquais, nous, on est uniquement en contrat avec les collectivités, donc c'est aussi dans la négociation avec les régions ou les métropoles, les agglomérations, qu'on peut avoir cette vision pluriannuelle sur l'ensemble de nos investissements. Donc, un bus électrique, c'est effectivement autour de 500 000 euros versus 200 000 euros un bus diesel. Bien évidemment, c'est une incidence importante sur notre capacité financière au global. Dans la partie urbaine, globalement, c'est plutôt la métropole qui investit. Dans la partie scolaire ou interurbaine, donc les autocars avec les régions. Je fais un peu de pédagogie de distinction. Mais vous faites bien. Globalement, c'est l'opérateur qui porte l'investissement dans les autocars. Donc, il y a différentes évidemment techniques pour décarboner ces mobilités. Je dirais que la technologie elle est plus avancée pour les bus. En revanche, pour les autocars, là, on est en train de développer ce qu'on appelle le rétrofit. Donc, c'est tout simplement la technique qui permet de transformer un bus, un car, un moteur thermique en électrique, comme on a pu le faire dans la région Centre-Val de Loire. Finalement, on prolonge la vie du véhicule sans devoir acheter des Made in China. Et vendredi dernier, on a lancé le premier autocar en Normandie, thermique, transformé en moteur à hydrogène. Voilà. On investit beaucoup aussi avec les industriels qui sont lancés dans la décarbonation. Tout le monde, évidemment, a en tête le moins 55% à l'horizon 2030, mais on est dans le plaidoyer, dans le dialogue avec les autorités, qu'elles soient à Bruxelles ou à Paris. On a quand même le besoin de rappeler que le transport public, c'est avant tout une solution, et c'est la raison pour laquelle on s'est battu pour avoir un calendrier beaucoup plus étendu que le calendrier qui a été imposé au secteur automobile, puisque représentant par nature une solution et ayant une capacité financière importante que le secteur automobile, qui est aussi très accompagné par les autorités publiques, on puisse, dans un premier temps, comme la priorité, c'est d'offrir des alternatives aux personnes qui sont notamment dans les zones périurbaines ou rurales, qui ont moins accès à des transports collectifs que dans les centres, des métropoles comme à Paris, à Lyon, ou dans l'ensemble des métropoles de France, finalement. Aujourd'hui, la crise démocratique, elle est aussi liée finalement à ce sentiment un peu de se sentir délaissé par certaines politiques publiques, de ne pas avoir le choix. Il y a quelques années, quand on avait fait les assises de la mobilité, on avait constaté qu'une personne sur 4 en France c'est un emploi ou une formation par défaut d'offre de mobilité ou de capacité tout simplement à se développer. Donc si aujourd'hui on est dans un contexte financier contraint, la priorité de notre point de vue c'est d'offrir et d'investir dans des offres de services avant de nous imposer le tout électrique, surtout si c'est pour favoriser la batterie chinoise. Exactement, et nous allons y revenir. Je me tourne vers vous. Donc, Fleetbus et Flixtrain, quel est l'enjeu, entre guillemets, que vous souhaitez mettre en avant ce soir? Ouais, j'ai pas beaucoup innové, mais je pense que chez nous, il n'y a pas que la couleur qui est verte. C'est un réel ADN. En fait, chez nous, évidemment, que le développement durable, c'est pareil, c'est quelque chose de très important, c'est fondamental. Mais si j'essaye, j'y reviendrai, mais si j'essaie d'aller un peu plus loin, c'est aussi de pouvoir finalement proposer une mobilité qui va permettre à tout le monde de voyager. La RT disait que la première année, je crois, quand on est arrivé sur le marché français, on a permis à un peu plus d'1 million de Français de voyager et ils n'auraient pas voyagé sans nous. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 2 millions de personnes. C'est vrai qu'on est, ce que je disais, la vraie mobilité populaire et on va surtout très très loin. Le car a un peu plus de souplesse aussi que le train et donc ça nous permet d'essayer de mailler le plus possible le territoire. L'année dernière, le groupe Flix fait 80
81 millions de passagers dans le monde et je crois qu'on propose à peu près 5600 destinations. Donc c'est quelque chose qui permet vraiment de proposer partout où on est une solution de mobilité qui est assez facile et qui en plus est pas chère. Alors après, on va beaucoup plus loin effectivement. La décarbonation du transport, surtout sur le car, on a souvent une image, le car un peu d'un objet, d'un véhicule qui pollue, contrairement à la voiture. En plus aujourd'hui, on est dans l'ère du temps, c'est de nous parler que de covoiturage. Dans les faits, un Flixbus, c'est 21 grammes de CO2 km par passager. Un covoiturage, c'est 49 grammes. Moi, on peut me dire ce qu'on veut. Le plus gros covoitureur de France, c'est Flixbus, puisque je crois que la RT disait qu'un car en moyenne, c'est 25 à 30 voitures qui sont retirées de la route. Ces chiffres-là, on les entend pas assez souvent, mais dans les faits, nous d'abord, on est 100% privé, on n'a aucune aide d'État, on fonctionne comme on peut, plutôt bien. Aujourd'hui, Flixbus après un peu plus de 10 ans d'existence, mais effectivement, on cherche tous les jours à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a 2 semaines, on a un de nos partenaires en Savoie qui a transformé la quasi-totalité ou la totalité de sa flotte au HV100. Donc, c'est 17-18 cars qui sont passés comme ça, d'un coup, avec un vrai bilan carbone très positif, avec des vrais efforts. On avait lancé l'année dernière la plus longue ligne, je crois, commerciale d'Europe qui fait Brest-Grenoble au B100. Là, c'est pareil, c'est des biocarburants. Ça permet au car d'avoir une vignette finalement critère 1. Plus notre partenaire a des cuves qui lui sont propres sur le trajet, ce qui fait qu'on peut lui garantir l'aller-retour finalement avec ce type de carburant. Donc, c'est des vrais efforts qui sont faits. En Allemagne, on travaille beaucoup aujourd'hui avec Daimler et Mercedes pour effectivement produire des cars électriques, mais qui aient une réelle autonomie. On avait lancé en 2018, comme on nous appelle souvent les cars Macron, on avait lancé la première ligne longue distance au monde. Faisait longue distance en électrique, c'est un peu réduit, mais elle faisait un peu plus de 200 km, c'était Paris-Amiens. Et en fait, on a un problème, c'est qu'on a une autonomie très faible. On dépend effectivement de cars qui sont chinois, Laurent l'a souligné, les batteries notamment c'est Yutong, et on n'a pas énormément de possibilités. Donc on essaye, nous, de réfléchir à comment on peut faire pour aller plus loin, pour avoir plus d'autonomie. Pareil, on parle beaucoup d'hydrogène, qui est souvent une des solutions qui est mise en avant. On a les fabricants beaucoup développé les cars qui sont urbains sur ce modèle-là, mais sur finalement les liaisons entre les grandes villes, on n'a pas la possibilité aujourd'hui en tout cas, ou très peu, de le faire. Donc on s'est aussi lancé dans un autre programme qui s'appelle le iFleet Project en Allemagne, où on essaye de développer nous-mêmes nos propres modèles pour essayer d'être un peu un moteur. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites. C'est pas dans l'air du temps parce que c'est vraiment dans l'ADN de Flix depuis le début. On a toujours essayé de faire les efforts les plus importants, proposer finalement quelque chose qui soit éco-responsable. Et nos gros enjeux là-dessus, c'est de continuer. Et justement, ça me permet là aussi de rebondir pour vous, Trainline, justement, si vous avez un enjeu à mettre en avant ce soir. Mais quels sont les enjeux pour Trainline? Parce qu'il manque des règles. Ça veut dire que je suis déjà content d'être en France parce que notre siège européen est en France. Donc, on a 100 personnes qui travaillent ici, mais la plus grande partie de nos salariés sont encore en Angleterre. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir vraiment une application que vous pouvez utiliser partout dans la même fonctionnalité avec le même mode? En Allemagne, par exemple, on n'a pas cette possibilité parce que la Deutsche Bahn clôture le marché. En France, il y avait déjà des décisions en 2014 et 2019 de l'autorité de la concurrence qui ont un peu ouvert le marché. C'est aussi la raison pour laquelle on veut se développer ici. Et en Italie et en Espagne, on voit des développements différents sur le marché ferroviaire qui ont aussi un atout pour le marché des distributions. Et ça, c'est notre, je veux dire, enjeu majeur. Il faut vraiment qu'il y ait un cadre pour que nous puissions développer nos services dans les meilleures possibilités pour vous et pour les clients. Pourquoi? D'abord, on doit distinguer sur 2 niveaux parce qu'il y a le niveau de la concurrence sur le rail et la concurrence entre le mode bus et ferroviaire. Et après, vous avez un deuxième niveau, c'est la concurrence dans la distribution. La concurrence dans la distribution, vous avez des acteurs comme la SNCF avec SNCF Connect, son distributeur, fait tous pour remplir les trains SNCF et aussi pour vendre les billets qui sont les plus chers. Ça se voit que de temps en temps, si vous voyagez ou réservez avec SNCF Connect, vous n'avez pas toutes les liaisons des TER, par exemple, dans l'application, vous avez normalement chez nous. Donc, il y a une alternative différente et on a aussi des outils comme on est innovatrice, on est dans la concurrence, on essaie de vous montrer, par exemple, les possibilités de moins cher, les possibilités de voyager intermodal, c'est-à-dire un trajet avec un bus, un trajet avec un train, aller-retour avec des compagnies différentes. Donc pour ça, vous avez
sur le marché ferroviaire, une concurrence en France qui est en train de se développer sur les lignes de longue distance. Depuis leur entrée dans le marché, on a comparé les chiffres de 2019 à maintenant. Il y avait une baisse des prix de 43%. Et nous avons remarqué un plus de 300% de réservations dans notre application. C'est intéressant parce que SNCF Connect ne vend pas Trenitalia France. Trenitalia France ne vend pas SNCF, mais nous, on vend les Condor et les autres aussi, vendent les deux. Donc, ça montre vraiment la concurrence sur les deux niveaux est importante pour donner des prix moins chers, pour vous attirer dans le transport ferroviaire. Donc, voilà, les bus, ça c'est le transport public. Vous demandez du gouvernement français et après aussi du gouvernement européen de donner un cadre pour que l'ART puisse réguler le marché de la distribution nationale. Ça me permet de facilement rebondir sur une question d'Alexis, qui n'est pas là ce soir, qui a 27 ans, qui a souhaité revenir surtout sur la question des européennes. Sa question est la suivante. Avec les européennes qui arrivent, quels sont les enjeux à venir pour vous, pour le secteur de la mobilité, mais surtout, quelles mesures souhaiteriez-vous proposer? Alors, on a parlé évidemment du TGV, de la longue distance. Le levier de la concurrence permet d'offrir aux voyageurs et à l'ensemble des citoyens européens, finalement, une offre à la fois de qualité, mais aussi une compétition qui fait réduire les tarifs. Donc, je dirais, c'est du pouvoir d'achat. Au final, essayer de permettre à des familles de se déplacer plutôt que de prendre la voiture comme aujourd'hui, certains sont obligés de le faire. Pour nous, transport public, finalement, l'enjeu, c'est, étant donné que le Green Deal a beaucoup marqué la première mandature, celle qui s'achève, et on voit monter dans les sondages, et pas seulement en France, les forces populistes d'extrême droite qui sortent bien évidemment, sur le rejet de ce qu'on appelle une écologie punitive, une transition qui ne serait faite que de normes et qui accompagnerait mal les classes moyennes. Alors, dans ce constat, il y a une part de vérité, puisque la Commission européenne, juste avant le Covid, et la crise ukrainienne, la guerre qui a entraîné une flambée des prix énergétiques, donc avec des impacts très importants sur le pouvoir d'achat des Français et des Européens, et donc leur perception finalement de la manière dont cette transition écologique est indispensable, et ils en ont bien conscience. Personne ne nie aujourd'hui les effets du changement climatique, que ce soit les habitants du Nord-Pas-de-Calais ou ceux qui ont connu les incendies dans le sud-ouest. Personne ne nie finalement aujourd'hui cette urgence climatique. Mais je pense que dans la conception même à l'origine du Green Deal, on a oublié d'intégrer au même niveau l'urgence sociale, qui en France a éclaté au grand jour au moment de la crise des Gilets jaunes, qui part d'un élément finalement lié à la transition écologique, taxer l'essence au quotidien, et c'est quelque chose qui a été très mal vécu finalement, puisque parallèlement, ils se sentent non pourvus d'offres alternatives à la voiture. C'est-à-dire que personne n'aime être enfermé tous les matins dans une voiture autour de Paris ou des grandes métropoles, dans des bouchons, et finalement subir cette congestion, perdre du temps, perdre de l'argent, puisque on sait que une voiture, c'est à peu près entre 150 et 200 euros par mois donc de dépenses. Dans un budget pour les familles moyennes, c'est beaucoup plus important, mais évidemment que des revenus qui seraient plus élevés. Donc aujourd'hui, notre message principal dans le cadre de cette campagne des européennes, que ce soit au niveau de la Commission européenne, mais surtout dans un premier temps auprès des candidats, c'est de prendre en compte l'urgence sociale. Il y a un lien très fort avec l'urgence démocratique et la crise qu'on risque de subir dans les semaines à venir si on néglige ces questions de mobilité du quotidien, puisque sans mobilité, il n'y a pas de liberté, et que derrière cela, il y a un sentiment d'assignation territoriale, d'assignation économique ou sociale, et il y a un moment donné, ce sont les urnes qui parlent, ou ce sont des mouvements qui débordent les institutions. Donc ensuite, on n'aura plus que finalement nos yeux pour pleurer. Nous, on tire la sonnette d'alarme, c'est le moment de le faire. Il y a encore temps de réorienter les politiques publiques, nationales et européennes au bénéfice de la mobilité du quotidien, puisqu'au final, oui, il est important de faire la promotion du TGV longue distance qui est moins polluant que d'autres modes. La mobilité du quotidien, c'est 90-95% des voyages effectués au quotidien. Donc elle est là, la question de l'urgence sociale et climatique. Il y a cette question effectivement de la mobilité sociale, c'est comment on va pouvoir faire en sorte que les uns et les autres puissent bouger le mieux possible et finalement à moindre coût. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais après, si j'essaye d'aller sur un sujet encore un peu différent, moi je dirais aussi de réellement poursuivre l'ouverture de tous les marchés. Parce qu'on le voit aujourd'hui en Europe, on a encore des pays qui sont
très fermé, que ce soit sur le train, mais que c'est aussi sur le car, et que finalement, on ne peut pas toujours lutter à armes égales sur tel et tel territoire par rapport à d'autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que si on prend typiquement le marché espagnol, c'est un peu le contraire de la France, c'est-à-dire que toutes les petites lignes qu'on peut avoir dans telle ou telle commune en France, tout le monde roulait son train à un moment. En Espagne, ils l'ont fait beaucoup plus avec des délégations de service public et des autocars, en fait, qui vont un peu partout. Et c'est l'un des pays qui bloque le plus sur l'ouverture des marchés. L'Allemagne l'avait fait il y a très très longtemps. La France, c'était la loi Macron, finalement, de 2015 qui nous permet de rentrer aussi sur le marché. D'autres pays ont finalement suivi rapidement. Mais on voit qu'encore, au niveau européen, il y a un besoin d'harmonisation, même sur des simples choses comme ça, comme le transport. C'est pas facile. Donc voilà, si je peux juste relever moi ce point-là. Alors, il y a certes les européennes qui arrivent à grands pas, mais il y a aussi le Pass-Rail. Louis, tu as 20 ans, tu es actuellement étudiant en classe préparatoire à Henri IV et aussi à la Sorbonne en droit. Et tu avais une question à ce sujet. Pass-Rail, on l'a déjà vu en Allemagne. Ça existe déjà depuis l'année dernière. On l'a vu. Ça a eu un certain succès, mais je ne crois pas le succès escompté. D'ailleurs, ils se rendent compte que le prix qui était proposé, si j'ai bientôt suivi, ne va plus être le même. Je crois qu'ils sont en train d'augmenter de manière significative le pass. Nous, on avait une position en France, effectivement, qui était de dire au gouvernement, c'est toujours un petit peu sur le dos du car, finalement, qu'on fait les choses. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des certificats d'économie d'énergie. On donne à nos concurrents directement, alors, il y a des aides que les entreprises, c'est les droits pollués reversent. Voilà, donc c'est pas tout à fait l'État qui donne directement. On voit que notre concurrent numéro 1 en France, c'est Blablacar, c'est pas la SNCF. D'ailleurs, on fait du train. Et moi, je suis persuadé que le train et le car sont des modes vraiment complémentaires. Si je prends, on va dire, notre concurrent numéro 1, on va dire que c'est le covoiturage en France. Et en plus, Blablacar fait aussi un petit peu de bus. Donc, c'est un doublement sur ce secteur-là. Et je vois les certificats d'économie d'énergie, les ont terriblement renforcés. On estime que c'est plusieurs, je crois, le Journal du Monde parle de plusieurs centaines de millions d'euros sur plusieurs années qui ont été versés. Donc, nous, notre position, c'était de dire au ministre et au gouvernement, si vraiment vous voulez aller au bout de la logique d'écologie, faites bénéficier le car comme la voiture de certificats d'économie d'énergie, et à ce moment-là, on sera sur le même pied. Et alors sur le Pass-Rail, c'est un peu la même chose, on n'y est pas du tout opposé. Le problème, c'est que au final, vous avez peut-être vu que les régions, ça a été une discussion qui a été assez compliquée, qu'au final, le Pass-Rail, il va être, je crois, mis en place que pour 2 mois, je crois, pour l'instant, que finalement, c'est toujours encore l'État qui va rajouter, donc ça coûte à chaque fois aux contribuables. Donc il y a un moment, des modèles comme ça, évidemment qu'on y est pour. En même temps, je rappelle qu'on est quand même la mobilité la moins chère. Donc après, demain, si le Pass-Rail se fait, il est évident que nous, sur des lignes régionales, on peut être largement intéressé par cela. C'est pas quelque chose sur lequel on lutte. Au contraire, nous, on est là pour faire en sorte que le plus de gens possible puissent bouger. Donc ça va dans le sens de quelque chose, mais il ne faut pas qu'on oppose tous les modes. Il ne faut pas à chaque fois que ce soit le train ou le covoiturage qui bénéficie finalement de subventions, directes ou indirectes, et que le car soit à chaque fois le parent pauvre un petit peu des aides. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant. Compléter ce que tu viens de dire, la politique, c'est des choix. Ou le marketing. Alors, ça me permet encore une fois de rebondir sur un volet tout aussi actuel. On va plutôt maintenant s'orienter vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. Marie-Laure, tu n'es pas là ce soir, qui a 49 ans, qui est une autre française de l'étranger du panel, qui habite à Casablanca, au Maroc, qui se demandait si, avec l'approche des Jeux Olympiques, d'autres mesures telles que la gratuité des transports avaient été évoquées, mais celle-ci ne sera pas vraiment appliquée. Est-ce que vous allez faire des offres, que ce soit bus, train, etc., en particulier lors de cette période, justement? Alors, nous, dans le transport public, de toute façon, c'est la puissance publique qui décide, et des tarifs, et de l'offre. Nous, ensuite, on met en application. Voilà. Donc là, en Île-de-France, puisque c'est la région la plus concernée par les Jeux Olympiques, même si vous avez des épreuves dans certaines régions, c'est la région Île-de-France, au travers de l'Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des mobilités dans la région. Ils ont donc effectivement pris des décisions concernant l'offre de services pendant les JO et une tarification dédiée, alors principalement, évidemment, pour les touristes. Bon. Donc cette tarification, je ne sais pas... elle deviendra après les JO. Et justement, du coup, il n'y aura pas d'offre liée au bus. On travaille déjà sur les élections des JO depuis très très longtemps. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, les ventes sont ouvertes. On a à peu près, je crois, c'était 800 et quelques mille personnes qui vont venir dans le car. Et je t'ai compté pendant les 15 jours, 3 semaines de Jeux Olympiques, nos services. L'idée, c'est d'abord comment on peut bien les accueillir. Donc, on a déjà des équipes qui travaillent là-dessus pour renforcer même l'accueil en gare, pour pouvoir les orienter au mieux, puisque faire un afflux qui va être colossal. L'accueil en gare, c'est déjà quelque chose de très important pour que les clients, finalement,
qui utilisent nos cars puissent arriver dans les meilleures conditions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de maintenir une offre tarifaire qui soit la plus accessible possible. Après, il est évident que si vous décidez de prendre votre billet le 22 ou 23 juillet pour venir à Paris, que vous êtes, je sais pas, bon, à Kiev en Ukraine, il est évident que ça va peut-être vous coûter un petit peu plus cher que si vous le prenez maintenant. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est que plus vous anticipez, mieux c'est. C'est pour ça que, je vous dis, nous, on a déjà mis une grosse partie en vente des billets, mais c'est vrai que ça part plutôt bien. Je crois que l'idée de la mairie, c'est que ça s'équilibre à peu près. C'est-à-dire que ce qui va partir en vacances, grosso modo, sera compensé par ceux qui viennent. Et donc, si on met encore plus l'accent sur les transports publics en général, il est évident qu'on devrait normalement réussir à circuler de manière à peu près correcte. Alors après, à Paris et sur le périph' et autour, on circule de façon jamais bien. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si les JO vont rajouter, il faudra voir un peu l'équilibre. Et puis après, nous aussi, on s'adapte. On va proposer, par exemple, beaucoup plus de lignes de nuit. On est assez confiant là-dessus. Normalement, ça devrait être plutôt une belle fête. Si les uns et les autres s'adaptent, je vous dis, comme on le fait avec des lignes beaucoup plus la nuit, normalement, ça devrait plus ou moins bien fonctionner. Moi, je pense que finalement, quand on compare comment les Jeux Olympiques ont été organisés et avec succès à Londres, et ils avaient le même enjeu finalement, à accueillir des millions de personnes pendant une période assez courte, avec un réseau de transport qui n'était pas plus moderne, pas plus développé, enfin en tout cas, je dirais, digne d'une capitale. Et il n'y a eu aucun bug, tout s'est très bien passé. Donc moi, je pense qu'au final, tout le monde sera très satisfait de la qualité de service dans les transports publics en Île-de-France. Il faut peut-être avoir un peu plus confiance dans la France et ses industries sensibles. Finalement, on a aussi un sujet d'attractivité concernant les emplois qui sont liés et qui sont très variés dans le domaine du transport collectif. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite qu'il y ait un Erasmus dédié à tous les métiers du transport qui permettent aussi finalement demain à nos conducteurs d'avoir une perspective de carrière dans certains pays de l'Union européenne. Et plus globalement, alors on parlait certes d'actualité, notamment actualité proche, mais il y a aussi la thématique du prix, notamment la question de Théo qui a 19 ans, qui est étudiant à l'HEIP à Bordeaux, qui vous pose la question suivante. Est-ce que les prix des billets, alors vu qu'ils ne cessent d'augmenter depuis de nombreuses années, est-ce que vous pensez qu'une ouverture à la concurrence pourrait permettre de créer une baisse des tarifs? Donc, je pense oui, l'ouverture à la concurrence et l'entrée dans la concurrence des opérateurs ferroviaires aide de baisser le prix. On fait du train, nous, en Allemagne, Flixtrain, on est quasiment partout. On ne fait pas, nous, des lignes régionales, on est vraiment sur l'ensemble du territoire. On fait dans d'autres endroits aussi. En France, c'était posé la question, on se pose toujours la question d'ailleurs, on est régulièrement sollicité. Et avant la période de Covid, 2019, l'ART nous avait demandé de nous positionner sur éventuellement des lignes. Et nous, ce qui nous intéresse, contrairement à ce que fait Transdev, résoudre en tout cas le problème, même si les uns et les autres font des efforts sur les tarifs. Et justement, sur cette même thématique, on va faire un rapide focus sur Montpellier avec une question qui est posée par Hugo, qui a 20 ans, qui est étudiant à l'IUT de Montpellier. À Montpellier, les transports sont gratuits. Je me demandais pourquoi ce type de mesure n'est pas applicable sur d'autres grandes villes. Ne serait-ce pas la mise en place sur des bus, trains, de véritables tarifs étudiants? Pensez-vous vous-même mettre en place plus de tarifs étudiants pour y parvenir? C'est la collectivité qui définit la tarification et donc, en l'occurrence, sur Montpellier, c'est donc le maire qui a décidé de rendre l'accès. Parce qu'il faut quand même faire attention aux mots. Et donc, ce n'est pas le transport public qui est gratuit, puisqu'il faut bien le payer. Alors, vous avez l'électricité, vous avez les conducteurs, les mécaniciens. Enfin, voilà, le transport public, il faut le financer. Et donc, si ce n'est pas le voyageur, c'est quelqu'un d'autre. Donc, c'est d'une part les entreprises, puisqu'en France, il y a aussi cette originalité d'avoir une taxe sur les entreprises affectées au financement du transport collectif. Ça n'existe pas dans les autres pays européens. Aujourd'hui, cela représente plus de 30% des budgets des collectivités affectées au transport public. Et deuxièmement, vous avez le contribuable. Et cette partie, elle va forcément augmenter puisqu'il faut compenser la perte des recettes voyageurs lorsqu'on met en place la gratuité dans une ville comme Montpellier. Donc c'est un choix politique. Il y a eu un débat lors des dernières élections régionales, donc en Île-de-France, sur gratuité ou pas gratuité en Île-de-France. Outre son prix, c'est plusieurs milliards qu'il faudrait trouver. Donc je ne sais pas où est-ce que la personne en charge de cette nouvelle pourrait trouver cette somme, sachant que parallèlement, la question en Île-de-France, et comme tous les jours vous utilisez les transports, dites-nous que de votre point de vue, le
l'urgence, c'est plutôt de développer l'offre, d'améliorer la qualité de service, d'améliorer la sûreté, d'améliorer évidemment la modernisation des outils, d'améliorer tout ce qui est digitalisation. Voilà, ce sont des coûts qui permettront demain finalement d'améliorer le système des transports publics au lieu d'offrir une gratuité en Île-de-France qui aurait rapidement des effets négatifs de notre point de vue, puisque la collectivité n'aurait plus les moyens pour investir dans le développement. Il faut savoir que le métro automatique qui est en train d'être construit autour de Paris, près de 200 km de nouveau métro automatique, donc il va y avoir quand même une révolution dans la petite couronne et dans les échanges, forcément. C'est à peu près 1 milliard d'euros que ce métro va coûter en fonctionnement chaque année. Voilà, donc il ne peut pas être affecté à une tarification gratuite. Il y a des tarifications sociales, gratuites pour certaines catégories, mais on ne peut pas imaginer sérieusement la gratuité en Île-de-France. Vous partagez cet avis, j'imagine? Oui, alors, comme on est 100% privé, on n'est pas sur ce modèle de transport. Moi, demain, si je vous dis que je fais la gratuité, il y a un moment où mon patron, il va m'appeler pour m'expliquer que ça ne va pas être possible parce qu'il a des employés à payer. Et puis, comme on n'a aucune subvention, ça va être compliqué pour nous. Mais je ne crois pas trop à la gratuité. Je pense qu'il y a un prix qui peut être le plus bas possible. Aujourd'hui, les transports sont trop chers, c'est certain. Il faut vraiment qu'on puisse... Le transport public. Non, mais... transport public, je pense qu'on pourrait faire encore mieux en termes de prix, mais après, ça a un coût pour la collectivité. Et justement, alors cette question d'offre et de concurrence, Marc, 65 ans, qui est retraité et ex-directeur communication de Keolis et SNCF. Avec la RATP, Transdev et Keolis, la France compte 3 grands acteurs de la mobilité qui exploitent des réseaux ferrés et des transports en commun en France, mais aussi à l'international. Ces 3 opérateurs sont majoritairement publics. Pour renforcer la compétitivité de ces groupes, leur efficacité économique et leur croissance, ne serait-il pas opportun qu'au moins 2 d'entre eux fusionnent, plutôt que de se livrer à une concurrence assez incompréhensible, notamment sur des appels d'offres à l'international? Et le sujet de la fusion, il n'est pas récent, il a déjà été finalement abordé et d'une certaine manière concrétisé, puisque le Transdev d'aujourd'hui, c'est la naissance d'une fusion, celle de Transdev et de l'ancien Veolia Transport, puisque le groupe Veolia, pendant très longtemps, a investi aux côtés des déchets et d'autres services dans le domaine de l'environnement, a beaucoup investi dans le transport public. Il faut d'ailleurs savoir que dans le portefeuille aujourd'hui de Transdev, nos activités ferroviaires en Allemagne et en Suède, par exemple, donc qui sont liés à des appels d'offres, lancés par des régions ou des lenders, c'est l'héritage de Veolia. Transdev était vraiment dans l'activité française, tramway et transport urbain. Donc la fusion, évidemment, nous, on est d'une fusion. Donc je dirais why not, mais à un moment donné, il faut que cette fusion elle soit créatrice, il faut qu'elle soit portée par un projet. Ensuite, pour les 2 autres, comme vous avez cité, puisque ce n'est pas du tout évidemment à l'ordre du jour de notre côté, la question elle est plutôt à poser à l'État actionnaire, puisque ces filiales, ces entreprises ex-monopole appartiennent donc à l'État. Mais finalement, la concurrence à l'international, c'est vrai qu'on retrouve en face de nous globalement à 90% du temps que nos amis français, parfois un peu la filiale de la De Cheval et de moins en moins. Mais ça, c'est effectivement typiquement français, mais pas seulement dans le transport public, puisque je cite d'autres entreprises dans d'autres secteurs comme Veolia ou Suez. Finalement, la France, elle a su créer sur son territoire, alors dans des industries sensibles qui sont indispensables aujourd'hui dans la vie quotidienne des Français, ce qu'on appelle le service public local, mais qui est délégué à une entreprise publique, donc ce qu'on appelle la délégation de service public, qu'on a réussi à exporter, et qu'on exporte très très bien aujourd'hui. Et donc finalement, bon, bien sûr, dans certains pays, on est un peu en compétition acerbe, mais c'est toujours au bénéfice de la collectivité et de l'usager. Et nous, ça nous permet aussi d'innover et d'avoir la volonté d'offrir le meilleur service à chaque fois. Vous passez votre tour, je comprends bien. À l'inverse, Noah, tu as 20 ans, tu es étudiant en licence d'administration publique à Paris-Nanterre et tu ne penses pas du tout à une fusion, mais plutôt à une nationalisation. Alors j'ai écouté en tout cas l'ensemble des discours qui sont parfois plutôt intéressants, tant sur le plan du plan économique des prix, tant sur les élections européennes. Moi, la question que je me pose, je me demandais comment répondre aux besoins des citoyens en garantissant un service public de qualité de transport si l'État majoritaire est totalement à 100% ayant contrôle en fait, de toutes les sociétés de transport. En gros, ne faudrait-il pas renationaliser en fait, tout simplement toutes les sociétés de transport?
Alors, est-ce que la RATP et la SNCF n'appartiennent pas à l'État? Elles appartiennent à l'État, mais moins qu'auparavant. Moins qu'auparavant? Dans quel sens? Dans le sens où des parts, justement, ont été ouvertes sur le marché. En fait, il faut distinguer le capital de l'entreprise, qui aujourd'hui est à 100% détenu par l'État. Donc, on est dans une entreprise, les deux entreprises que vous citez, ce sont des entreprises d'État, le marché en lui-même qui est ouvert à la concurrence. C'est ça que vous voulez, en fait, souligner. Et en fait, vous préférez, finalement, le sujet d'une renationalisation, mais du marché, de l'activité, et pas de l'entreprise en elle-même. C'est ça votre question. C'est plus en cas de ce sens-là. Ouais. Après, ça c'est comme je vous l'ai dit sur d'autres sujets, c'est un choix politique, ouverture à la concurrence, ou si aujourd'hui les élus ont la possibilité, c'est en droit, et même le droit européen le reconnaît, donc c'est pas une question de doxa libérale au niveau de Bruxelles, et vous avez des collectivités qui créent leur propre régime, et donc il n'y a pas de concurrence. On crée une entité dédiée à un service public local, que ce soit l'eau, les cantines, le transport public. Donc, les élus, aujourd'hui, ils ont toute une série de leviers pour gérer les services publics locaux. On peut faire une régie, on peut faire ce qu'on appelle une SPL, donc une société publique locale, on peut faire une SEM, donc là, c'est moitié privé, moitié public, et puis vous avez la possibilité d'ouvrir à la concurrence complètement votre marché local. Après, l'autre question, c'est est-ce que finalement, c'est plus efficient quand c'est complètement nationalisé ou quand il y a la concurrence? Je pense qu'on peut regarder sur une vingtaine d'années. Vous ne pouvez pas honnêtement dire que le système public est complètement fermé et il est efficient. Sinon, on aurait un autre ferroviaire. Puisque l'ouverture à la concurrence, en France, on est au tout début. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pendant 70 ans, on a eu un monopole. Il n'y avait pas de concurrence. Ni l'entreprise elle-même, elle est toujours publique, ni dans le marché. Globalement, les gens n'étaient pas satisfaits. Donc, vous voyez, la question, de mon point de vue, c'est pas tellement nationalisation ou ouverture à la concurrence. C'est à chaque fois un choix de politique publique. Donc, combien vous voulez investir pour rénover le réseau? Est-ce que vous voulez privilégier finalement un passe-rail ou développer de l'offre dans les périphéries au bénéfice des populations qui y vivent? Donc c'est un choix politique. De mon point de vue, le sujet de concurrence ou pas concurrence, c'est un combat derrière nous. La question, c'est plutôt quelle politique en matière de mobilité on a envie de développer et donc comment est-ce qu'on la finance? Oui, c'est une volonté politique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment ça. Après, moi je suis une société privée, donc oui, je suis moins concerné. On va nationaliser Pixbus. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais non, mais il y a un vrai problème, par contre, c'est de la volonté du politique. Moi, je me souviens, je ne donnerai pas son nom, mais d'avoir discuté avec un ministre des Transports, qui, quand je lui expliquais que je devais, pour mes trains, quand je voulais voir les sillons, je vais aller voir SNCF Réseau. En France, on n'a pas de problème. Je vais voir SNCF Réseau, je lui donne mon plan de développement, alors qu'en théorie, on me dit que c'est indépendant, mais ça s'appelle SNCF Réseau. Et que j'ai la personne de SNCF Réseau, il me dit, monsieur Decker, c'est pas possible, ce créneau-là, je peux pas vous le donner. Je lui dis, mais pourquoi? Je l'ai caricaturé, mais il me dit, là, j'ai déjà les TGV, Sillon, c'est pris tel truc. Il me dit, non, pas possible, tel truc, pas possible. Et au final, j'arrive à minuit. Là, effectivement, c'est le cas du ministre qui me dit, est-ce que vous avez déjà essayé le train de minuit? Moi, il dit, mais le train de minuit, je veux bien. Et si j'ai pas de client dans mon train, moi, je suis privé. Donc, à un moment, je vais pas y arriver. Donc, vous voyez, la volonté politique, c'est peut-être pas de me dire, c'est le train de nuit. C'est vous voulez des nouveaux entrants. C'est comment on va pouvoir essayer de vous aider. Cet exemple-là, il est vraiment, pour moi, significatif. C'était que je pouvais demander ce que je voulais, je l'aurais pas. Écoutez, c'est très clair. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour un autre débat.